national, il a pour vocation de préserver certaines zones qui sont en bon état de conservation pour justement que ces zones-là puissent ensemencer les autres. Si on a beaucoup de poissons à un endroit, potentiellement ces espèces-là peuvent aller ailleurs pour du coup aller sur d'autres habitats et coloniser ces autres habitats. Ou autres secteurs qui potentiellement peuvent être des secteurs de pêche. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des zones qui soient préservées pour que, à proximité, il puisse y avoir un peu de poissons. Voilà, après les réserves, ça nous a fait du mal. Ils en ont trop pris, quoi. Une grande zone, ils ont pris. Donc on se retrouve tous les bateaux au même endroit. Et tous les jours au même endroit. Qu'avant on pouvait caler à gauche, à droite, à Riou, à Plane, tout ça. Laisser reposer un endroit. Là non, tous les jours au même endroit. Voilà. Je ne suis pas contre les réserves, mais ils en ont trop pris là. Dire qu'on a trop pris, vous savez, c'est grand, le parc national des Calanques. Il est très grand. C'est un territoire qui est immense. C'est toujours trop quand on supprime une aire de pêche pour un pêcheur. Voilà. Comme par hasard, c'est là où il pêchait. Bon. Je connais cette histoire depuis très longtemps. Bon, ça sort du cœur, en effet. Bon, ils ont l'impression d'être toujours chez eux, que la mer leur appartient absolument. Je comprends. Hein, bon, ils pêchent là depuis plusieurs générations. Mais on a besoin aussi de les aider, de gérer la mer. Hein. Si on tape dans tous les secteurs, il y a un moment où tout est pauvre. Là, il y a des zones qui enrichissent les autres. C'est le cas par exemple derrière moi. Il y a eu les récifs artificiels du Prado qui ont été immergés sur la rade juste derrière. La raison de ce projet, c'était sanctuariser une zone, déposer des habitats qui peuvent servir de support de vie à des tas d'espèces sous-marines, y compris espèces de poissons spécifiques à la pêche. Et effectivement, on le voit tous les matins, les pêcheurs se retrouvent en limite de ce secteur dans lequel ils n'ont pas le droit de pêcher, mais s'ils vont en limite, c'est bel et bien qu'ils trouvent des poissons qui s'échappent de ce secteur sanctuarisé-là et que c'est tout gagné pour eux et que ces poissons sont potentiellement des espèces cibles pour eux. J'ai pas d'écho, mais je sais très bien que quand on immerge quelque chose sous l'eau, au bout de très rapidement, il y a tout un écosystème qui se crée autour. Nous, on le voit dans la Calanque, mais on peut le voir n'importe où en mer. Dès qu'il y a quelque chose qui dérive, on voit direct qu'il y a quelque chose qui se fixe dessous. Donc c'est sûr que si on met des récifs, ils ont mis des récifs dans la rade de Marseille, c'est sûr que c'est bénéfique, quoi. Le site où a été mis les récifs artificiels, effectivement, c'est une zone sanctuarisée, donc effectivement, il n'y a plus de pêche dedans. Pour autant, c'est une zone qui n'était plus vraiment pêchée puisqu'elle était c'était une zone sédimentaire où il n'y a plus grand-chose. Donc là, la vie est en train de revenir sur un espace où il y a eu de la vie par ailleurs par le passé, mais où les pêcheurs n'allaient plus ces dernières années. Donc dans tous les cas, on leur a pas fermé un espace de pêche. Les aménagements qu'on peut mettre sous l'eau, ça les gêne, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les filets à côté ou des choses comme ça. Je comprends tout à fait. Mais quand ces aménagements sont des aires marines protégées, il faut qu'ils comprennent, hein, ceux qui raisonnent sans passion, ils savent très bien que c'est aussi une caisse d'épargne pour eux. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a d'évolution, il y a plus de poissons, c'est pas vrai. Il faut voir dans l'avenir. Dans 50 ans, ils ne seront plus là. L'exemple des bouches de Bonifacio, parce que je le connais bien et parce qu'il y a eu un gros travail de fait sur la pêche, en moyenne, les pêcheurs pêchent 30% en plus que ce qu'ils pêchaient avant la création de la réserve. Parce qu'au lieu de pêcher avec la maille de 7, ils sont pêchés à la maille de 5, etc., etc. Et ça, c'est quand même des bénéfices. Donc globalement, si on gère bien un territoire d'une aire marine protégée, les pêcheurs s'y retrouvent. C'est sûr. À chaque fois qu'on l'a fait, ça a marché. Et la plupart du temps, les pêcheurs deviennent supporters. Bon, qu'ils ont pris Riou, c'est une belle réserve, Riou. C'est rocheux, c'est beau, les poissons, ils vont venir. Mais après, où ils ont pris le reste? C'est entre l'île Plane et les Gouts de Marseille. Voilà. Il n'y a que de la fangue, au fond. Il n'y a pas de roche. Les poissons,
pour les attirer, pour que ça repeuple, il faut ce qu'on appelle des ragas, des cavernes, des grottes, du corail, des gorgones. Tu vois. Bon, là, il n'y a rien. Il y a des bouteilles plastiques au fond. Voilà, voilà ce qu'il y a. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris tout ce secteur, le parc national, et que ça ne sert à rien. Alors, ils auraient mieux fait de laisser, de prendre que Riou et laisser le reste pour les jeunes pêcheurs qui ont besoin de travailler. Les zones de non-prélèvement ont été créées avec la création du parc national. Donc, ce n'est pas l'équipe du parc qui a décrété les zones de non-prélèvement, elles ont été créées en même temps que le parc national des Calanques. Donc, avec les concertations et les usagers locaux, il y a eu le découpage des zones de non-prélèvement. Donc c'est au moment de la signature du décret ministériel que les zones de non-prélèvement ont été créées. Ça part vraiment de très très haut. Tu te rends compte qu'ils ont pris Planier, Le Veyron, Mangespin, c'est grand là. Bon. Après ils ont pris, c'est pas réserve, mais c'est non-prélèvement. De Hors-Planier jusqu'au large de Cassis, ils ont tout pris. Ils ont pris, je te dis, entre le Grand Conclu et l'île Plane, là, ils ont pris jusqu'à la terre ferme. Pourquoi? Les zones de non-prélèvement sont issues en fait de plusieurs découpages. Le premier, c'est les scientifiques en fait qui ont mis sur carte voilà, les zones qui étaient les plus propices, les plus favorables à une mise en protection. Et ensuite, il est venu le moment du découpage politique et ensuite un découpage aussi issu des concertations avec les acteurs locaux. Donc après, voilà, on peut toujours se questionner sur telle ou telle zone qui est protégée, ouais, mais c'est ce processus-là qui a été mené et qui fait qu'on a ces zones de non-prélèvement à l'heure actuelle. Alors voilà, pour moi, elles ont un réel sens ouais, partout où elles se trouvent, parce que vraiment les habitats qui s'y trouvent sont plutôt intéressants, quoi, hein. Notamment autour de l'île de Planier, c'est une zone particulièrement intéressante et riche, quoi, en termes d'habitat rocheux, herbier et compagnie. Après le parc, il y a certaines zones de non-prélèvement, je pense pour moi qu'elles sont un peu petites et un peu dispatchées. Il aurait fallu peut-être les concentrer un peu plus au même endroit pour que ça soit plus simple à contrôler déjà, tout simplement. Parce que le parc à superficie marine, elle est très très grande. Et du coup, il faut bouger à droite à gauche avec une équipe, avec beaucoup de monde. Je pense que c'est pas facile à gérer. Moi, j'aurais plus réparti les zones, plus concentré sur un même endroit pour que ça soit plus simple à contrôler. Après, c'est sûr que les zones de non-prélèvement, ça marche. Ça s'est vu dans toutes les réserves de partout. Ça marche, il n'y a pas photo, quoi. Dans le parc, c'est possible qu'il y ait des zones de pêche qui étaient réduites du fait de ces zones réglementées de non-prélèvement. Pour autant, elles ont été mises en concertation normalement avec les prud'hommies, les comités des pêches. Donc autant que ce mieux possible, c'est que ces zones-là, pour que la réglementation soit respectée, il faut qu'il y ait cette concertation avec les premiers acteurs du territoire. Et en milieu marin, les acteurs forts, ce sont les pêcheurs. Donc je pense qu'il y a quand même eu une belle concertation avec eux. Sinon, effectivement, ça ne marche pas. Après, je pense que l'effort de pêche peut se reporter du coup ailleurs. Le territoire est quand même vaste à Marseille, on n'est pas dans une enclave. Ils ne peuvent pas caler où ils veulent, hein. C'est toujours au même endroit maintenant. Maintenant, ils sont là, chez nous, là, ils doivent être 20 bateaux les uns sur les autres. Et tous les jours au même endroit. Qu'avant, nous, on s'éparpillait. Un peu d'un côté, un peu de l'autre. Hein, tu vois, pendant que ça reposait là, nous, on le savait. On laissait un peu reposer, que le poisson, il s'enmoulonne un peu, qu'il revienne. Et puis, à la bonne lune, à la bonne courant, à la bonne saison, hop, on y allait. On faisait 2-3 calés. Quand on sentait que ça diminuait, on repartait, on allait ailleurs. Bon, maintenant, ils sont obligés de travailler où il y a de l'eau, hein. Le problème, c'est quand on fait les choses à moitié. C'est-à-dire que si, à force d'avoir des râleries, on hésite, on n'ose pas, on écoute l'un, on écoute l'autre, on n'a pas le courage politique de dire maintenant, on prend nos responsabilités, on assume et vous verrez les bénéfices, et ça vient relativement vite parce qu'en 4-5 ans, on commence à le voir, là, on a tout perdu. Parce que les supporters du parc se disent ça sert à rien, ils font n'importe quoi. Les détracteurs disent oui, vous voyez, ça sert à rien, on avait raison, et donc on a tout perdu. Donc voilà, je pense que les pêcheurs, il y a maintenant suffisamment d'éléments scientifiques. Les pêcheurs sont des gens qui sont de plus en plus eux aussi éduqués. Les jeunes qui arrivent, ils ont fait des études, ils comprennent ça. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Dans toutes les aires marines protégées de Méditerranée, on défend la pêche.
et on défend en particulier la pêche professionnelle parce qu'on pense qu'elle est une culture, on pense qu'elle est structurante pour le territoire. Il y a une vraie alliance possible, mais maintenant il faut que chacun comprenne. Et je pense qu'on est pour le Parc national Calanque très raisonnable. Il y a probablement des progrès, mais moi je pense qu'il y a beaucoup à travailler sur la pêche récréative. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas les professionnels, c'est l'utilisation amateur du milieu marin. Voilà. Ça, c'est indépendamment un utilisateur, que ce soit un pêcheur ou d'autres façons d'utiliser, il n'y a pas de limite économique. Un pêcheur, si sa sortie n'est pas rentable tout au long de l'année, il est obligé de s'arrêter de pêcher. Un pêcheur amateur, il paye pour pêcher. Il paye des treuils électriques, des super GPS, des machins et tout. C'est le plaisir. Aujourd'hui, dans la plupart des zones où on a fait des études en Méditerranée, la pêche plaisancière, c'est à peu près autant que la pêche professionnelle. C'est des pêcheurs qui ne payent pas de taxes, qui sont soumis à pratiquement aucun contrôle, qui respectent plus ou moins les tailles minimales et qui font à peu près ce qu'ils veulent. C'est pas possible qu'on continue comme ça dans une... Alors ça va bien quand c'est l'abondance, mais aujourd'hui c'est plus le cas. On est obligé de réglementer ça et de la limiter. Donc peut-être qu'une des solutions, c'est pas de réduire encore les zones où les pêcheurs professionnels ne vont pas pêcher, mais c'est de réduire celles où les plaisanciers ne vont pas pêcher. Et on voit bien tout de suite, par exemple à Bonifacio, que dans ces zones-là où on supprime chasse sous-marine et pêche plaisancière, la biomasse de poissons est multipliée par 2, en gardant la pêche professionnelle.